Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, enregistré le 17 avril 2025, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Jean. Il est professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers et il dirige à l'IFRI l'initiative Géoéconomie et Géofinance. Sébastien Jean, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir à ce micro. Je rappelle que vous aviez été l'invité du 2e épisode. Merci pour l'invitation. En décembre 2024, après l'élection de Donald Trump, mais avant son investiture, vous avez publié une note de l'IFRI, disponible sur notre site, intitulée « Comment les tensions géopolitiques remodèlent les relations commerciales ». Vous y observiez des tendances contre-intuitives. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous les décrire sommairement ? Cette note, c'est une réaction à ce qui me semblait être, à l'époque, et toujours d'ailleurs en parallèle de la politique commerciale américaine, le récit dominant sur le cours de la mondialisation commerciale, avec essentiellement deux thèses. L'une qui était notamment portée par le FMI, de dire on entre dans une ère de nouvelle guerre froide commerciale. Division entre blocs. Et une deuxième, c'est de dire qu'il y a une concurrence, une surenchère des politiques industrielles dans le monde, et avec l'idée que ces deux tendances sont structurantes. Avec une analyse approfondie des données commerciales, je conteste cette vision et les enseignements qu'il faut en tirer. Sur la guerre froide commerciale, il me semble que le problème avec ce diagnostic, c'est qu'il laisse penser qu'il pourrait y avoir une orientation vers deux blocs, l'un autour des États-Unis, l'autre autour de la Chine, qui commerceraient plus entre eux qu'avec l'autre bloc. Quand on regarde ce qui se passe exactement, la réalité est assez différente. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle des points chauds, c'est-à-dire des endroits, des pays pour lesquels les contraintes politiques ont radicalement changé les schémas d'échange. C'est le cas de la Russie, par exemple. Mais là, ce n'est pas les moins 10 ou moins 20% dont parle le FMI, c'est dans un rapport de 1 à 10 que les schémas commerciaux d'approvisionnement ou de débouchés de la Russie ont changé. Deuxième point chaud de contrainte forte, la guerre commerciale sino-américaine. Et là encore, on a un impact très fort. Ce n'est pas 10 ou 20%, c'est moins 40% environ dans l'impact sur l'intensité des relations directes entre la Chine et les États-Unis. Il a été beaucoup documenté qu'il y a des relations indirectes qui se mettent en place. Mais enfin, les relations directes, elles sont très impactées. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces points chauds, on se demande qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et là, quand je fais une analyse sur la base des statistiques commerciales, je vois qu'ailleurs, il ne se passe rien en termes de déformation du commerce international dans sa structure globale qui pourrait être interprétée en termes de blocs. Qu'est-ce que j'en déduis ? Non pas que les tensions politiques ne seraient pas importantes, évidemment elles le sont, mais en fait, il y a des cas où elles sont très contraignantes, où elles modifient radicalement les schémas commerciaux. Mais quand elles ne sont pas si intenses au point d'être contraignantes, à ce moment-là, c'est la logique économique et commerciale qui continue à être dominante et à structurer les schémas de commerce. Finalement, c'est la mondialisation, business as usual, d'une certaine façon. Et on continue à avoir des schémas une répartition, une structure commerciale assez proche qu'on avait avant. Ensuite, sur les politiques industrielles, très vite, le récit de la concurrence des politiques industrielles, il laisse penser qu'il y a de toutes parts des initiatives et qu'elles pourraient se compenser d'une certaine façon les unes des autres. La réalité des évolutions du commerce international depuis 5 ans, depuis le Covid en fait, elle est très différente. C'est une poussée massive de la Chine dans le commerce manufacturier. L'excédent commercial pour les produits manufacturés de la Chine, pour les seuls produits manufacturés, il approche les 2000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 11% de l'ensemble des exportations manufacturières dans le monde, alors qu'il était de l'ordre de 8% avant en 2019. Et quand on regarde la structure, on voit que finalement, cette progression, elle concerne à peu près tous les secteurs et toutes les grandes zones, modulo les diversions, les détournements de flux associés à la guerre commerciale avec les États-Unis. Donc voilà, c'est une matrice dominante, c'est une tendance dominante qui n'est pas isotropique, qui n'est pas toutes les politiques industrielles partout dans le monde. Non, c'est le mercantilisme chinois dans les produits manufacturés qui est une force écrasante dans l'évolution du commerce mondial au cours des 5 dernières années. Oui, vous parlez notamment du nearshoring dont on a énormément commenté ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, c'est l'idée de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Et en fait, vous évoquez notamment le fait
qu'on n'assiste pas du tout à ce rapprochement, mais plutôt à un allongement des chaînes de valeur. Donc ça fait partie des paradoxes et des tendances contre-intuitives que vous démontrez. Au-delà des discours, la réalité est très différente. Absolument. Et souvent, ce nearshoring, il a été associé essentiellement aux effets de détournement de flux de commerce associés à la guerre sino-américaine. C'est-à-dire que les États-Unis achètent moins depuis la Chine, c'est vrai, mais ils se sont mis à acheter plus auprès du Mexique, auprès du Vietnam. Et ces mêmes pays, eux-mêmes, se sont mis à acheter beaucoup plus depuis la Chine. Donc, en fait, ils achètent des pièces, composants, produits intermédiaires auprès de la Chine, ils finalisent et ils envoient aux États-Unis. Donc, oui, on peut avoir l'impression qu'il y a plus du nearshoring parce que les États-Unis achètent plus du Mexique. Mais en fait, ils achètent plus du Mexique et en bonne partie, c'est une façon indirecte d'acheter chinois. Donc, ce n'est pas un découplage ou une limitation des risques, de-risking, au sens où on voudrait que ça arrive si on a une préoccupation, si on part de la préoccupation de sécurité économique et des motivations affichées par les administrations américaines. Donc, de ce point de vue-là, je crois que dans le nearshoring, il y a eu jusqu'à présent beaucoup plus de discours que de réalité. Alors, nous enregistrons cet épisode, je l'ai dit, le 17 avril 2025, donc à peu près 2 semaines après ce que Donald Trump a nommé le Liberation Day. Bon, en fait, ce Liberation Day, c'est le déclenchement d'une guerre commerciale assez généralisée. Quel regard portez-vous sur ces événements ? On a assisté depuis le 2 avril à un épisode qui est proprement sidérant, à mon avis, et dont il est vraiment important de tirer les leçons. Si il faut résumer ces leçons, pour moi, c'est une note financière, c'est un triple A. A comme aveuglement doctrinaire, comme amateurisme et comme affairisme. Je m'explique. L'aveuglement, d'abord. Le conseiller pour les affaires commerciales de Trump, qui était supposé être le plus influent, ou un des deux plus influents, c'est Peter Navarro. L'avant-veille du 2 avril, pressé un peu dans une interview télévisée, il avoue qu'en fait, il ne sait pas ce qui va se passer. Et il finit par dire faites confiance, trust Trump, faites confiance à Trump. Donc, personne n'ose rien dire à Trump, et c'est Trump seul qui décide. Le problème, c'est que Trump, il est obsédé depuis des années par les déficits commerciaux bilatéraux et les droits de douane. C'est très connu. En septembre 87, il se payait 4 pleines pages de publicité dans des quotidiens de la côte Est sur ce thème-là. Et c'est très flagrant de voir comment, depuis son élection et même la campagne, quelle que soit la question, la réponse, c'est tarif. C'est vraiment à l'opposé absolu du principe de ce qu'on appelle le principe de Tinbergen en économie, un objectif, un instrument, et réciproquement. Donc lui, c'est toujours les tarifs, l'instrument. Donc c'est vraiment de l'idéologie, enfin un aveuglement dogmatique, qui fait se poser la question, mais où est la limite ? Et c'est ça vraiment qui a été très inquiétant. C'est-à-dire, à la fois, il y avait ce côté irrationnel, on veut utiliser le même instrument pour tout, et en même temps, il n'y a plus de limite, surtout que Trump déclare explicitement, oui, il va y avoir des coûts, mais en fait, c'est du court terme, parce qu'à long terme, je sais que j'ai raison. Voilà, c'est pour ça que c'est un dogme, c'est pas juste un raisonnement, et je sais que j'ai raison. Et ça, je crois que c'était extrêmement inquiétant. Ensuite, l'amateurisme. L'amateurisme, il découle de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est Trump qui décide, seul, où personne n'ose rien lui dire, il fait n'importe quoi. Le résultat, c'est que le 2 avril, il annonce des droits de douane qui apparaissent absolument lunaires à tout le monde, à tous les marchés, où progressivement, plus on réfléchit, plus on se dit, mais c'est absolument pas possible de supporter ça, d'autant qu'il n'a pas clairement épargné l'Amérique du Nord, alors qu'il y a une structure usine à Amérique du Nord. On voit bien que, par exemple, Stellantis qui dit « mais j'arrête toutes mes opérations pour 2 semaines ». C'est absolument catastrophique comme conséquence potentielle. Le résultat, c'est qu'une semaine plus tard, le 9 avril, on est au bord de la crise financière mondiale de première ampleur. C'est-à-dire qu'on a vu ces mesures déstabiliser le marché obligataire américain. Les bons du Trésor américain, c'est le socle des marchés financiers internationaux, le marché le plus profond au monde, 29 000 milliards de dollars, et l'actif sans risque par excellence. Et on a vu le prix de cet actif tout d'un coup être déstabilisé, c'est-à-dire quelque chose qui était extrêmement préoccupant. L'administration, ne l'avoue pas, mais je pense qu'il y a eu vraiment un mouvement de panique. L'amateurisme, on le voit par le fait qu'on apprend que Trump, en fait, on lui a dit de regarder ce qu'avait dit Jamie Dimon sur Fox News et il a trouvé ça intéressant. Enfin bon, c'est absolument surréaliste de voir que des arguments comme ça peuvent être mis sur la table alors qu'on parle de la stabilité financière mondiale.
Donc, c'est vraiment une illustration de l'improvisation, l'amateurisme. Deuxième illustration, le samedi qui a suivi, quand tout d'un coup, il exempte de droits de douane les téléphones notamment, montrant bien par là qu'il avait surenchéri par rapport à la Chine avec des droits extrêmement élevés, 145%, sans réfléchir au fait qu'il n'avait pas de fournisseur alternatif pour notamment les téléphones mobiles, parce que l'essentiel aux États-Unis vient de Chine. Donc les iPhones, par exemple, 85-90% viennent de Chine. Et tout d'un coup, il est apparu que s'il maintenait ses droits, l'iPhone verrait son prix augmenter peut-être de 50%. Et donc, politiquement, je ne parle même pas d'économie, mais je pense que la question elle était vraiment profondément politique, c'était insupportable, insoutenable pour lui. Donc, l'amateurisme, il est apparu très clairement. Le dernier point, je mentionne en passant, mais c'est l'affairisme. C'est-à-dire que quand on a des décisions du pouvoir qui sont à ce point erratique, à ce point guidé par l'arbitraire d'un seul homme, l'affairisme, ça n'est pas un bug, ça devient structurel. C'est-à-dire que tout ça, ça crée le clientélisme, l'affairisme, les décisions discrétionnaires où il y a trop d'incitation à utiliser la proximité au chef pour faire des affaires, de très bonnes affaires, pour que ça ne dégénère pas d'une façon ou d'une autre. On a vu un premier exemple là. Je serais étonné qu'on n'en voit pas d'autres, honnêtement. J'aimerais revenir sur le deuxième A, qui est l'amateurisme, parce qu'effectivement, souvent, Donald Trump est moqué, mais enfin, il est quand même entouré de conseillers. Vous avez cité Peter Navarro, mais il y a aussi Stephen Miran, Howard Lutnick, Jamison Greer, Scott Bessent, etc. Plusieurs d'entre eux ont quand même des doctorats en économie d'Harvard, donc ça pose question, d'où vient cet amateurisme ? Oui, je crois qu'il s'agit plus ici de psychologie que de compétences économiques. C'est-à-dire qu'il y a chez beaucoup d'entre eux, d'une part, un biais, en tout cas sans parler d'aveuglement, ce qui serait excessif chez eux, mais un biais lié à des a priori idéologiques très forts, à une opposition radicale vis-à-vis de la Chine, à une réaction par rapport à d'autres écoles de pensée, au cours de la mondialisation depuis des années. Mais il y a surtout, de plus en plus, on le voit, un courant MAGA qui est absolument aligné derrière le chef et qui est un peu dans un fonctionnement dans lequel on terrorise et on dissuade toute pensée dissonante. Donc finalement, on ne s'autorise plus à penser contre le chef, on ne s'autorise plus à le contredire, et c'est ça, je crois, le fond du problème. Après ça, effectivement, dans l'administration, il y a des gens influents. Dans les conseillers de Trump, il y a plus des financiers que des économistes, soit dit en passant. Mais bon, je pense que profondément, ça n'est pas tant une question de compétences économiques que de biais psychologiques et idéologiques. Compte tenu du poids de l'économie américaine, est-ce qu'il peut y avoir un effet de contagion ? Le risque de contagion est réel et très important. Dans un contexte où, je crois, la plupart des partenaires des États-Unis ont conscience que c'est un risque et que ça n'est pas dans leur intérêt. Mais la contagion, elle est inscrite dans les mécanismes économiques. Et pour le dire très simplement, et on le comprend très bien, nous, en Europe, les produits d'exportation de la Chine qui ne trouveront pas de débouchés sur le marché américain, ils ont quand même été produits dans un contexte où il y a en plus une surcapacité structurelle de production industrielle en Chine, et donc ils vont chercher les débouchés ailleurs. Nous, en Europe, évidemment, notre crainte dans ce contexte, c'est de ne pas devenir le déversoir des produits chinois, et d'ailleurs pas seulement chinois en fait, qui ne trouveraient plus ce débouché aux États-Unis. Autrement dit, en fermant brutalement comme ça le marché américain, on crée potentiellement une crise industrielle mondiale qui va être marquée par des surproductions massives et des baisses de prix. Les baisses de prix, il n'y a rien de tel pour déclencher du protectionnisme et pour casser la coordination commerciale, parce que chacun veut protéger son industrie. Mais on comprend bien la difficulté si on regarde le problème pour nous en Europe, c'est-à-dire que on ne veut pas alimenter cette surenchère. Donc, on ne veut pas d'emblée dire on va se protéger. Mais en même temps, on sait très bien qu'on a un très fort risque de voir arriver un flux nouveau d'importations chinoises à prix encore diminué, alors qu'on est déjà sous le coup d'une augmentation très forte de notre déficit bilatéral par rapport à la Chine. Donc, on a une industrie qui est mal en point, qui plus est affectée par la crise des prix énergétiques suite à la guerre d'Ukraine, et on n'a évidemment pas envie d'en rajouter une couche.
Le problème, c'est que si on attend trop pour réagir, à ce moment-là, on va être tributaire des délais de mise en œuvre de nos mécanismes de réaction, que ce soit des mesures des enquêtes anti-dumping, anti-subvention ou des mesures de sauvegarde, ce qui est très possible aussi. Donc, il y a le risque de faire trop peu, trop tard. Voilà. Et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour les autres pays émergents. Et on a vu déjà l'an dernier que les mesures anti-dumping dans les grands émergents ont quand même augmenté vis-à-vis de la Chine, en particulier dans des secteurs comme la sidérurgie. Donc, en fait, la stabilité et la structure du système commercial mondial est prise en ciseaux, au fond, entre le protectionnisme américain et le mercantilisme chinois. Et c'est ça, je crois, qui est profondément déstabilisant. Vous avez commencé à évoquer la réponse européenne. Je propose qu'on avance sur ce sujet-là. Bon, ces décisions se prennent beaucoup à Bruxelles, hein, parce que ça fait partie des politiques communes. Bon, si on se trouve aujourd'hui à la Commission et qu'on voit cet environnement, quelle est, dans une logique économique traditionnelle, on va dire, la bonne réaction à avoir? Est-ce qu'on se dit qu'il faut répondre aux droits de douane de manière équivalente, ou que si on fait ça, on se tire une balle dans le pied? On comprend qu'il peut aussi y avoir des logiques politiques, il ne faut pas non plus apparaître trop faible. Mais enfin, la rationalité économique dans ce domaine-là, c'est quoi? Alors, je crois qu'il s'agit avant tout il s'agit d'un sujet qu'on ne peut pas circonscrire au raisonnement économique, ce serait une erreur. Et c'est une négociation, il y a des dimensions économiques, il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions même psychologiques. Le premier point, c'est que quand on est face à quelqu'un comme Trump, il me semble assez clair maintenant que tout signe de faiblesse est perçu comme une invitation à aller plus loin. Donc, il ne faut pas montrer de faiblesse, il faut avoir une réponse ferme. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, et au fond, il va un peu dans l'autre sens, c'est que nous, Européens, sommes en situation vulnérable, en tout cas une situation dans laquelle on n'a clairement pas envie de donner lieu à une escalade des tensions avec les États-Unis dans un contexte où on a la guerre en Ukraine, donc sur notre sol, et où on est largement dépendant des États-Unis pour notre sécurité, face à une administration américaine qui mélange tous les dossiers. Donc, sans faire aucune prévision. En tout cas, je pense qu'il y a une volonté européenne, pour des raisons politiques, je viens de dire, et sécuritaires, pour des raisons économiques aussi, en disant qu'il n'y a rien de bon à tirer de tout ça, qui est de ne pas alimenter l'escalade. Donc, on est à chercher un chemin de crête entre une réponse ferme, mais une réponse qui n'alimente pas l'escalade. Moi, j'en tire plusieurs conséquences. La première, c'est que je crois qu'on peut assumer d'avoir une réponse moins que proportionnelle. Il ne faut pas chercher à répondre dollar pour dollar aux sanctions américaines. C'est pas un jeu juste de poker où il faudrait suivre ou quoi. C'est pas la peine d'être caricatural de ce point de vue-là. Deuxième point, Trump focalise sur le commerce de marchandises. Il faut sortir de là. Il faut élargir aux services et aux revenus d'investissement sur lesquels les Américains sont excédentaires, tout en reconnaissant que c'est très difficile, du point de vue politique commercial, d'appliquer. Souvent, il y a des questions de mise en œuvre concrètes qui se posent. Il y a des questions aussi de cohérence dans la façon dont on s'y prend. Ensuite, au niveau européen, si je reviens sur les fondamentaux, la réponse européenne en cas de crise, elle est toujours affectée de deux problèmes majeurs qui sont la division et la lenteur. La division, c'est évidemment l'ennemi ici. Et il faut arriver à avoir une réponse à peu près commune, sachant qu'on a des pays comme l'Irlande, par exemple, qui sont potentiellement très affectés, que même entre la France et l'Allemagne est beaucoup plus affectée commercialement que nous. Donc ça, il faut arriver à trouver un terrain d'entente là-dessus. Les services sont intéressants d'ailleurs parce qu'en gros, on est tous déficitaires par rapport aux États-Unis sur les services. Ensuite, il y a la lenteur. Et la lenteur, je crois que dans ce dossier spécifique, ce n'est pas un handicap, c'est un atout. C'est-à-dire que quand on a une démarche aussi erratique que celle de Trump actuellement, c'est très bien d'avoir de bonnes raisons explicables, visibles pour tous, de temporiser. La Chine prend le lead de l'escalade, ben très bien. Voyons ce qu'il en est. Et le deuxième élément, c'est que je crois que fondamentalement, dans cette guerre commerciale qui vient d'être commencée, le temps joue contre Trump. Parce que le temps matérialise les incohérences de ces politiques. Je ne crois pas un instant que
sa volonté de réindustrialiser les États-Unis va se matérialiser par cette guerre commerciale. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est créer un choc majeur d'incertitude, d'une part, et d'autre part, de saper les profits de l'industrie qui sont basés sur les chaînes de valeur internationales. Je crois que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire si on veut redynamiser l'industrie aux États-Unis. Donc, les conséquences néfastes, je pense, elles vont se matérialiser progressivement. Elles l'ont fait déjà. On a vu que les seuls freins finalement utiles par rapport à la surenchère protectionniste de Trump, ce n'était pas tellement les réponses des autres pays, c'était finalement ses propres contradictions avec cette crise financière, avec le besoin de s'approvisionner. Donc il faut laisser tout ça se matérialiser, les risques inflationnistes probablement aussi aux États-Unis, les effets néfastes, la réaction politique. Et donc pour ça, si on temporisait sans aucune excuse, finalement, ça serait une preuve de faiblesse. Mais là, on peut le faire avec une bonne excuse pour ça. Un dernier point, c'est qu'en Europe, comme toujours, il y a une dimension juridique, légale, en fait, institutionnelle, très importante dans cette réponse. Elle est très codifiée. Parce qu'on est en Europe, que la politique, c'est une compétence communautaire, mais les États membres l'ont délégué à la Commission, assortie de règles très précises. On a été assez inventif en 2018 en assimilant les mesures prises par les États-Unis à des mesures de sauvegarde et ça permettait de dégager des degrés de liberté supplémentaires. Et on va réutiliser quelque chose probablement un peu remanié, mais du même ordre cette fois-ci. Mais il y a une question qui est très présente dans le débat européen, c'est le fait de savoir s'il faut ou pas utiliser pour la première fois l'instrument anti-coercition. J'ai entendu des discours, des réactions de politiques disant c'est l'arme nucléaire, attention, c'est escalator, etc. Je pense que c'est une erreur fondamentale de dire ça. Parce que ça n'est rien d'autre cet instrument qu'une façon d'éviter d'être empêtré, d'être vraiment enferré dans des contraintes légales qui seraient extrêmement contraignantes et qui restreindraient notre liberté d'action. À ce niveau, sans forcément l'utiliser, je crois qu'il faut le mettre sur la table. Et dire d'emblée, c'est exclu de la négociation, c'est affaiblir notre position dans ce qui est un rapport de force. Et ce serait une erreur, je pense. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer brièvement, ce mécanisme anti-coercition? Alors, le mécanisme anti-coercition, il a été négocié d'ailleurs suite aux menaces de la première administration Trump en réaction au projet de taxation des services numériques en Europe, comme étant un instrument permettant de répondre à des actions qui mobiliseraient des contraintes économiques pour poursuivre des objectifs politiques, de faire changer les politiques en Europe. L'une des grandes innovations de cet instrument, c'est qu'il n'est pas assis sur le droit commercial de l'Organisation mondiale du commerce, il est assis sur le droit international coutumier. Ça veut dire qu'en termes de logique juridique, il peut suivre les règles de ce droit international coutumier qui autorise les représailles directement. Alors qu'à l'OMC, il y a un processus très codifié, lent, il faut au moins 1 an, voire plus, etc. Il les autorise et par ailleurs, il limite beaucoup moins le spectre de ce qui peut être fait. Ça veut dire que dans le cadre de cet instrument anti-coercition, on peut avoir une très grande variété de mesures. Si on veut répondre sur les services, par exemple, je crois que ça serait assez difficile de le justifier par les mesures commerciales. Ce n'est pas impossible, mais en tout cas, ça pourrait être plus limitant. Ou si on veut aussi utiliser les droits de licence, par exemple. Encore une fois, on est dans une négociation. Je pense qu'il faut mettre les choses sur la table. Ça ne veut pas dire les appliquer. Il ne faut pas rentrer dans l'escalade, mais il faut donner des signaux. Et les signaux, ils sont d'autant plus intéressants pour notre position de négociation qu'on ne les applique pas tout de suite parce qu'on ne nourrit pas l'escalade de cette façon-là. Juste un mot de plus sur l'instrument anti-coercition. Comme toujours en Europe, il faut se préoccuper de la façon concrète dont on le met en œuvre. Et là, il y a une procédure en 2 temps, essentiellement. D'abord, il faut caractériser si c'est effectivement, on fait face à de la coercition économique. Et là, il faut un vote positif à la majorité qualifiée au Conseil pour acter ce fait. Une fois que c'est fait, la Commission propose des mesures de réponse. Et là, c'est simplement, il faut une majorité qualifiée pour s'y opposer seulement. Donc, la Commission a plus de degrés de liberté, disons. On a déjà très largement défriché le sujet des droits de douane, mais j'aimerais quand même y revenir. Bon, vous avez expliqué cette logique très simpliste de Donald Trump qui consiste à dire on augmente les droits de douane, donc ça va coûter beaucoup plus cher d'importer des biens aux États-Unis. Du coup, on va les produire aux États-Unis et ça va relancer l'industrie. Vous nous avez expliqué pourquoi ça n'allait pas se passer comme ça. Mais j'aimerais quand même qu'on essaye de voir un peu plus large et que vous nous expliquiez, au-delà de cette théorie simpliste, ce qui pourrait réellement se passer à court, moyen et long terme
si on a des droits de douane très élevés mis en place aux États-Unis? Oui, alors le premier temps, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, le court terme. Ce qui, pour l'instant, se matérialise comme impact de ces mesures, c'est avant tout un choc d'incertitude majeur, alimenté par le fait que tous les 2 jours, on a une nouvelle grande annonce. Donc, beaucoup d'incertitudes. L'incertitude à court terme, ça crée avant tout de l'attentisme. De l'attentisme dans les décisions d'investissement des entreprises, naturellement, et de l'attentisme même dans les décisions d'achat des ménages. Même si, dans certains cas, il faut ajouter qu'il y a des anticipations de décisions d'achat d'importation parce qu'on veut faire venir les produits dans le territoire américain avant les surtaxes de douane. Mais ça, c'est vraiment du très court terme, mais c'est présent aussi. Donc, cette incertitude, elle est très mauvaise pour la croissance américaine. Et on a vu les perspectives de croissance américaine s'effondrer à une vitesse qui a peu de précédent, hein, en tout cas qui est une très grande vitesse. Le deuxième aspect, c'est que les droits de douane, ce sont des taxes sur les importations, donc des taxes à la consommation. Donc, c'est inflationniste, c'est presque mécanique, j'allais dire. Et donc, l'inflation, c'est le deuxième effet de court terme auquel on va assister, alimenté, on y reviendra, mais alimenté par la baisse du dollar. Hein, à partir du moment où le dollar se déprécie, ça va amplifier cet impact inflationniste. Donc, la perspective de court terme, c'est un risque de stagflation, hein, c'est-à-dire un effondrement de la croissance. Est-ce que c'est une récession? C'est très possible maintenant. Est-ce que c'est juste une croissance à peu près nulle, mais combinée avec de l'inflation? Donc, évidemment, une situation qui n'est pas enviable du tout. Le dernier point, et là même, c'est le plus court terme, ça a été la réaction des marchés, mais on en a déjà parlé, effondrement de la bourse. Aux États-Unis, la bourse, c'est quand même les retraites. Hein, donc, c'est quelque chose de très important, encore plus important, beaucoup plus important que chez nous. Et puis, la déstabilisation du dollar. Hein, donc, ça, c'est... voilà. Ensuite, moyen terme. Quelle est la réaction à moyen terme? Là, les entreprises, je pense que la question, c'est de savoir à quel moment on considère qu'on a un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer. Dans un premier temps, on attend et on peut attendre pour un certain temps avant que la poussière retombe, avant qu'on ait une image claire de la façon dont les midterms, par exemple, vont ou non faire une nouvelle volte-face à la politique américaine. Il me semble qu'il y a quand même des décisions des entreprises qui vont jouer aussi, c'est-à-dire qu'elles vont, en fonction de cet environnement, prendre un certain nombre de décisions pour utiliser au mieux leur capacité de production, réallouer. Même sans investir massivement, on peut réallouer des productions entre les différentes unités existantes. On peut s'ajuster de cette façon. Donc, je pense va y avoir des ajustements de cette façon à moyen terme. Ça n'est pas une restructuration massive des schémas de commerce et de production parce que c'est un peu trop court, mais ça sera déjà des réajustements avec une baisse clairement des importations des États-Unis qui va s'opérer assez vite, hein, quand même. Mais la façon dont ça va se faire, déjà, il faut attendre de voir ce qui va être arrêté comme politique, parce que là, pour l'instant, c'est très peu clair. Ce qui semble se dessiner, c'est quand même, pour l'instant, d'une part, un gros point d'interrogation sur la Chine, mais enfin une focalisation et potentiellement une rupture plus radicale avec la Chine, d'une part. D'autre part, un droit de 10% par rapport à tout le monde qui semble être devenu l'option américaine. On voudrait s'en servir comme une taxe qui permette de collecter des impôts et puis d'améliorer les termes de l'échange des États-Unis et peut-être un peu plus sur l'automobile, par exemple, ou l'acier, secteur comme ça. Ça semble être possiblement l'évolution. Mais tout ça, ça aura quand même un coût très significatif, par exemple, sur la compétitivité des exportateurs américains. Donc, je pense que malgré tout, ça va être assez mauvais pour la conjoncture américaine. Probablement aussi, si les choses continuent de cette façon-là, pour la crédibilité et donc la valorisation du dollar même. Hein. Ensuite, à plus long terme, donc là, il y a encore plus de points d'interrogation, bien sûr, mais je pense que le virage protectionniste des États-Unis, malgré tout, c'est quelque chose qui ne va pas être complètement effacé dans les années qui viennent. Si c'est le cas, on va aller vers des États-Unis plus fermés, qui se retranchent un peu de la mondialisation. Il faut bien souligner, je crois, que s'il y a bien un pays dans le monde qui peut se permettre d'être relativement protectionniste, c'est les États-Unis. C'est déjà l'économie la plus fermée au monde.
C'est une économie continent, une économie qui a beaucoup de ressources, à tout point de vue d'ailleurs. Donc, ça n'enterre pas les États-Unis en tant que puissance commerciale, financière, etc. Ça sera préjudiciable, je crois, profondément préjudiciable pour eux, mais ils peuvent se le permettre. C'est une mauvaise politique, mais ils peuvent se la permettre. Mais simplement, ça pose au moins deux questions. La question du statut des États-Unis et la question de la reconfiguration globale. Statut des États-Unis parce que s'ils sont, eux, beaucoup plus fermés, est-ce qu'ils peuvent jouer le même rôle de pivot de la mondialisation, notamment sur la dimension financière et même économique et stratégique, là, y compris par leur multinationale. Est-ce qu'ils peuvent continuer à jouer ce rôle s'ils sont dans une position plus isolationniste, qui est clairement perçue comme non coopérative par tout le monde? La deuxième, c'est est-ce que cette reconfiguration, elle s'étend? On a parlé du risque de contagion tout à l'heure. Le point d'interrogation, il est majeur. Parce qu'en plus, on démolit, en tout cas, on déstabilise le système existant, mais il n'y a pas de système de remplacement pour l'instant. Première chose. La deuxième chose, c'est que si on essaie d'aller vers un système, ce qu'on appelle parfois OMC-1, un système multilatéral sans les États-Unis, le problème que ça nous pose, le problème fondamental, je crois, c'est comment on fait pour ne pas tomber sous la coupe de la Chine. Parce que ça veut dire que ça crée un système dans lequel il n'y a plus qu'un seul acteur, une seule superpuissance. En fait, c'est la Chine. Parce que l'Europe, pour l'instant, en dépit de son statut d'ailleurs de premier commerçants au monde, en biens et services, tout compris, on l'oublie parfois, mais si on prend biens et services, on est les premiers exportateurs au monde. Mais en fait, on n'est pas une superpuissance comparable à la Chine là-dedans. Donc, il y a une vraie question. Est-ce qu'on peut arriver à organiser quelque chose de structuré ou bien est-ce qu'on sombre dans un chaos qui serait profitable pour personne? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pays qui sont désireux d'avoir quelque chose d'ordonné et fonctionnant sur la base de règles. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on va arriver à structurer, mais ça sera peut-être plus fragmenté, plus un certain nombre d'alliances plurilatérales ou des règles moins contraignantes avec plus d'interventionnisme des États. Je crois que c'est vers ça qu'on va. J'aimerais qu'on termine cet épisode en creusant un peu la question du dollar que vous avez évoqué très brièvement. On parle d'un projet d'accord de Mar-a-Lago qui est souvent présenté comme une nouvelle version des accords du Plaza signés au milieu des années 80. Là encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quelles pourraient être les conséquences? Le terme d'accord de Mar-a-Lago a été lancé par Stéphane Miran, qui aujourd'hui est le chef du conseil des conseillers économiques, Council of Economic Advisors de Trump, dans un papier qu'il a écrit en novembre 2024. Ce papier, son fondement, c'est de considérer que le rôle de monnaie de réserve du dollar est un fardeau pour les États-Unis, parce que ça amène tous les pays étrangers à vouloir acheter des réserves en dollars, avec pour conséquence une survalorisation du dollar, un dollar qui est à un niveau trop élevé. Et le raisonnement qui consiste à dire cette survalorisation du dollar, elle a été l'un des moteurs principaux de la désindustrialisation américaine. Alors évidemment, pour nous, Français, et si on a on est habitué à penser au rôle du dollar comme un privilège exorbitant. On connaît la formule de Giscard de 1963, si ma mémoire est bonne. Donc, on est un peu surpris de cette approche. On est un peu surpris du fait qu'il raye d'un trait de plume tous les bénéfices que les États-Unis tirent de ce statut de monnaie de réserve internationale qui fait quand même que, en dépit d'une situation budgétaire quand même qui est peu enviable, ils peuvent dépenser au-delà de leur revenu depuis des années, s'endetter sans problème de taux, sans risque de change non plus, parce que toute la planète est organisée autour du dollar, que quoi qu'il en dise, il dit dans son papier, il explique qu'ils n'ont pas de gain de taux d'intérêt, mais en fait, son approche, il se focalise en particulier sur les taux d'intérêt de court terme, c'est assez contestable. Mais partant de ce constat, Miran dit, si on veut rebâtir, parce que c'est quand même ça, l'objectif de l'administration américaine aujourd'hui, c'est de reconstruire les équilibres de l'économie mondiale sur des bases nouvelles. Et lui dit, il nous faut un accord international pour abaisser, pour organiser la dépréciation du dollar.
Il fait donc le parallèle avec les accords du Plaza de septembre 1985, dans lesquels les États-Unis, suite à l'extraordinaire appréciation sous la première administration Reagan du dollar, hein, qui avait atteint des niveaux assez stratosphériques, a mis autour de la table ses partenaires, en particulier l'Allemagne et le Japon, pour se mettre d'accord pour accompagner la dépréciation, la dévalorisation du dollar. Accompagnée, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, elle avait déjà baissé. Hein, ça fait partie des raccourcis de son analyse. Il fait comme si on pouvait décider comme ça, mais même en 85, sans même parler d'aujourd'hui, parce que la situation est très différente, je vais y revenir, ce n'était pas tout à fait aussi simple que ça. Comment il veut faire ça? Là, ça devient intéressant. Justement, il dit, voilà, il faut des moyens de pression sur le partenaire pour les mettre autour de la table, pour les forcer à accepter un accord comme celui-là. Essentiellement, les deux sur lesquels il se focalise le plus, ce sont les droits de douane, parce que les droits de douane, c'est un moyen de pression, la menace du droit de douane. Et puis, très explicitement, il dit aussi qu'il faut utiliser la menace du retrait du parapluie sécuritaire américain. Ceux qui ne veulent pas coopérer, on leur supprime notre garantie de défense. Donc là-dessus, il est assez explicite. Et puis un troisième point quand même qu'il a, et d'un ordre un peu différent, c'est de dire finalement, on peut aussi opérer de façon unilatérale des modifications contractuelles sur les modalités de financement des bons du Trésor, par exemple en taxant les intérêts perçus sur les bons du Trésor américain. Et donc, ce qu'il voudrait par là, c'est notamment forcer les partenaires à changer les conditions dans lesquelles ils financent la dette américaine, aller vers des bons, des obligations à 100 ans avec très peu d'intérêt, qui est une façon vraiment de les faire directement contribuer au financement américain en disant finalement les Américains fournissent un bien public de stabilité, de leadership et il faut un financement pour ça. Donc, c'est important, c'est très important, je crois, cette doctrine, parce que c'est le volet monétaire, financier, imaginé pour la guerre commerciale entamée par Trump. Même si on ne sait pas très bien comment tout ça est articulé, on ne sait pas très bien comment Trump perçoit ça, est-ce qu'il est prêt à aller de l'avant ou quoi. Maintenant, au fur et à mesure qu'on s'est intéressé à cette doctrine, ce qui est apparu clairement, c'est tous les problèmes de cohérence qu'elle posait. Des problèmes de diagnostic, des problèmes d'incitation et des problèmes de mécanisme. De diagnostic d'abord, parce que quand il dit le dollar est seulement un fardeau, je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de bénéfices qu'en tirent les États-Unis et ça paraît très court, son analyse, y compris sur le fait qu'ils n'ont pas de gains en termes de capacité de financement. Et d'ailleurs, ça s'est matérialisé la semaine dernière, hein, parce que l'un des résultats, enfin le fondement de cette crise obligataire de la semaine dernière, du 9 avril, c'est que les taux longs sur la dette américaine se sont mis à monter à une vitesse vertigineuse, en tout cas à l'échelle de ce marché. Donc déjà, c'était une matérialisation du fait que là, il y a quelque chose qui pourrait être associé à la déstabilisation du rôle du dollar, qui est mal anticipé par quelqu'un comme Miran. Problème d'incitation ensuite. Comment est-ce qu'on fait pour amener... Est-ce que vraiment il a les moyens d'amener les partenaires à accepter le deal dont il parle? Peut-être qu'ils ont pas mal de moyens de pression sur les Européens. Je pense que c'est difficile à nier, mais la vérité, c'est que les détenteurs publics de bons de dette américaine, ce ne sont pas les Européens. Enfin, ils sont très loin d'être majoritaires. Hein, les premiers, c'est le Japon et la Chine. Il y en a pas mal en Asie, il y en a pas mal au Moyen-Orient aussi. C'est eux qui pèsent, ce ne sont pas les Européens. Est-ce que les Américains ont les moyens de les forcer à accepter ces conditions léonines de financement de la dette américaine? Ça me paraît très, très douteux. Enfin, il y a une question de mécanisme. Est-ce que vraiment ce qu'il imagine, c'est-à-dire cette façon d'obliger les étrangers à prêter très long sur la dette américaine, est-ce que c'est vraiment ce qui peut changer les choses? Ça semble très daté comme grille d'analyse. C'est-à-dire que déjà, au milieu des années 80, il est très douteux. Difficile de dire dans quelle mesure les accords du Plaza ont effectivement provoqué cette baisse ou l'ont juste accompagné. Mais aujourd'hui, on a un marché qui a beaucoup changé, qui est extrêmement profond et qui est dominé par des acteurs privés, y compris par les détenteurs étrangers de dette américaine. Dans les étrangers qui détiennent de la dette américaine aujourd'hui, il y a plus d'acteurs privés que de banques centrales. Donc, non seulement
si on focalise sur les étrangers, c'est moins d'un tiers du marché global. Mais en plus, dans ce moins d'un tiers, il y a seulement 40% à peu près qui est détenu par les banques centrales. Donc, finalement, est-ce qu'il y a vraiment un levier suffisant là, à supposer même, ce qui paraît improbable, qu'il arrive à les faire vraiment changer de comportement? Est-ce qu'il y a un levier suffisant pour bouleverser ce marché? Ça paraît très douteux, disons, et très daté finalement comme analyse. C'est un trop gros marché finalement pour être juste déplacé par cette politique volontariste. Le résultat, c'est que c'est extrêmement dangereux de voir des responsables avec de tels niveaux de charge de responsabilité arriver à bricoler sur des bases mal ficelées au cœur du système financier international. Et je crois que ça participe des interrogations aujourd'hui qui font que la crise obligataire qui s'est manifestée le 9 avril, elle n'est pas forcément complètement résolue. Les interrogations, on n'a pas eu des réponses complètement satisfaisantes. On reste dans une situation où l'incertitude a considérablement augmenté par rapport à ce qui pouvait se passer avant. Sébastien Jean, vous nous inquiétez, mais j'imagine que c'est une analyse lucide de la réalité. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ou de revenir parler à ce micro. Et chers auditeurs, si vous souhaitez suivre l'actualité de l'initiative Géoéconomie et Géofinance, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de l'Institut français des relations internationales. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode du Monde selon l'IFRI.